Il m'a humiliée et trompée pendant 25 ans, pensant m'être laissé sans rien. Le jour du divorce, il a découvert que ma « petite passion » secrète allait faire de moi l'une des femmes les plus riches de France. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Hélène. J'ai 52 ans, et mon mari a demandé le divorce devant tous nos amis lors de sa propre fête d'anniversaire, une fête que j'avais moi-même passé des semaines à organiser. Il pensait me laisser avec les miettes de sa gloire, une petite pension pour que je puisse finir mes jours tranquillement. Mais il ignorait tout de ma vie secrète, de l'empire que j'avais bâti dans son ombre, brique par brique, dans le silence et la dissimulation. Avant que je vous raconte la scène au tribunal, ce moment suspendu où le visage de mon mari s'est décomposé en entendant la juge annoncer la valeur réelle de ma fortune, laissez-moi un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Votre soutien, même silencieux, mais précieux. La salle d'audience numéro 3 du pôle famille du tribunal de grande instance de Lyon était un lieu sans âme. Les murs, d'une couleur indéfinissable entre le beige et le gris, semblaient avoir absorbé des décennies de chagrin et de rancœur. Le mobilier en bois clair, fonctionnel et sans fioritures, ajoutait à l'impression de froideur administrative. Au-dessus de nos têtes, une rangée de néons projetait une lumière crue et sans pitié, une lumière qui ne pardonnait aucune imperfection, aucune larme tremblant au bord des cils. C'était un lieu conçu non pas pour juger, mais pour traiter des dossiers, pour transformer des vies en procédures. Pourtant, je ne ressentais rien de tout cela. Assise sur le banc inconfortable, le dos parfaitement droit, je me sentais étrangement sereine. C'était le calme qui précède l'orage, le silence au cœur du cyclone. À l'intérieur de ma poitrine, là où pendant des années avait couvé un feu de tristesse et d'humiliation, brûlait désormais une flamme froide, blanche, d'une intensité redoutable. C'était le feu de la résolution, un feu qui ne détruit pas, mais qui purifie et qui forge. De l'autre côté de la table en formica imitation bois, Jean-Pierre était l'exact opposé de mon immobilité. Il ne tenait pas en place. Il croisait et décroisait ses longues jambes, tapotait nerveusement la table de ses doigts manucurés, et se penchait constamment vers son avocat, Maître Bernard. Chaque chuchotement était ponctué d'un petit rire sec, un son qui me glaçait le sang. Ce n'était pas un rire de joie, mais un rire de pouvoir, le rire d'un homme qui se croit le maître du jeu et qui savoure d'avance sa victoire. Maître Bernard, son avocat, était son parfait reflet. Un homme dans la cinquantaine, élégant, le cheveu argenté coiffé avec une précision chirurgicale, vêtu d'un costume sombre qui devait coûter le salaire annuel d'une de mes employées. Son visage affichait une assurance teintée de mépris, le mépris de ceux qui sont habitués à gagner, non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils ont les moyens de payer pour que la raison soit de leur côté. Jean-Pierre capta mon regard. Son sourire s'élargit, se muant en une expression de pitié théâtrale. C'était un regard que j'avais supporté pendant plus d'une décennie. Le regard qu'il posait sur moi lorsque je faisais une faute de grammaire, lorsque je choisissais un vin qu'il jugeait inférieur, ou simplement lorsque j'existais d'une manière qui ne correspondait pas à l'image qu'il voulait projeter. C'était le regard du Créateur sur sa créature imparfaite. Sa voix, basse mais portant parfaitement dans le silence de la salle, me parvint comme une gifle. « Finissons en vite, Bernard, murmura-t-il, en s'assurant que je ne perde pas une syllabe. Je dois retrouver Chloé pour choisir le vin de notre mariage. Nous hésitons entre un Pétrus et un Romanée Conti. Un dilemme charmant, n'est-ce pas? La cruauté du détail. Le choix entre deux des vins les plus chers du monde, mentionnés pour me rappeler ma propre insignifiance, mon ignorance de son univers de luxe. Je ne réagis pas. Mon visage resta un masque de marbre. À mes côtés, je sentis la présence rassurante de Maître Dubois. C'était une femme remarquable. Son tailleur-pantalon impeccable, son chignon strict et ses lunettes d'écaille lui donnaient un air d'intellectuel, mais ses yeux, derrière les verres, brillaient d'une intelligence acérée. Elle était mon opposé et mon allié, la raison froide contre ma colère contenue. « Respirez, Hélène », me dit-elle à voix si basse que seul un sismographe aurait pu la détecter. Le premier acte est pour eux. Le dernier sera pour nous. Laissez-le parader. Plus le coq chante fort sur son fumier,
plus le silence est grand quand on lui tord le cou. Une image un peu crue, mais qui me fit l'effet d'un baume. Maître Bernard se leva, et le spectacle commença. Sa voix, mielleuse et condescendante, emplit la salle. Il dressa le portrait de son client, le grand chef Jean-Pierre Fournier, un homme parti de rien, un génie du goût, et à ses côtés, Hélène, la femme dévouée, l'épouse au foyer qu'il avait soutenue moralement. Il utilisa des mots comme « sacrifice »,« dévouement »,« vie dans l'ombre ». Chaque mot était choisi pour me peindre comme une créature dépendante, sans ambition propre, dont le seul horizon avait été le succès de son mari. Puis il aborda la « prestation compensatoire ». Le terme juridique, déjà humiliant en soi, était enrobé d'une fausse générosité. Il parlait de la volonté de son client de s'assurer que Madame Fournier puisse maintenir un train de vie décent, qu'elle ne manque de rien. C'était une performance, une pièce de théâtre destinée à la juge, où Jean-Pierre tenait le beau rôle du prince magnanime et moi, celui de Cendrillon renvoyé à ses haillons avec une petite bourse pour la consoler. Je n'écoutais plus. Mon esprit avait dérivé, retournant 6 mois en arrière, dans le jardin luxuriant de notre villa, le soir de la fête. Je revoyais les lampions se refléter dans la piscine, j'entendais le rire des invités, je sentais l'odeur du jasmin mêlée à celle des mets raffinés. Et je revoyais le visage de Jean-Pierre sur l'estrade, son expression triomphante lorsqu'il avait annoncé notre divorce comme on annonce le lancement d'un nouveau produit. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais en y repensant, mais une sorte de gratitude. C'était le poison qui, au lieu de me tuer, m'avait immunisé. Il m'avait libéré de la dernière illusion que je pouvais encore nourrir à son égard. Le coup de marteau de la juge me tira de ma rêverie. Maître Bernard s'était rassis. Le silence retomba. La juge me regarda, puis se tourna vers mon avocate. C'était à nous. Le rideau se levait sur le 2e acte. Pour comprendre la nature de la guerre que je m'apprêtais à livrer, il faut déterrer les racines. Des racines profondes, noueuses, qui s'étaient développées pendant 30 ans dans le sol inégal de notre mariage. Notre histoire n'avait pas commencé à Lyon, dans le faste des restaurants étoilés, mais dans la boue et l'odeur d'herbe coupée de la ferme de mes grands-parents, dans les monts du Lyonnais. J'avais 22 ans, et mon monde était un cycle de semailles et de récoltes. Mon avenir semblait tout tracé, épouser un garçon du coin, reprendre l'exploitation, et transmettre à mon tour les secrets contenus dans les vieux carnets de recettes de ma grand-mère. Ces carnets étaient ma fierté. Les pages jaunies, couvertes de l'écriture ronde et appliquée de mon aïeul, étaient plus qu'une simple liste d'ingrédients. C'était la mémoire de notre lignée, une transmission de gestes, de tours de main, de cette alchimie qui transforme les produits simples de la terre en moments de grâce. Jean-Pierre est entré dans ce monde comme une anomalie. Il était alors un jeune commis de cuisine dans une auberge de village, un garçon de la ville, maigre, intense, avec une faim dévorante. Pas la faim du ventre, mais celle de la reconnaissance. Il a goûté à une de mes terrines de lapin au pruneau, que je livrais à l'aubergiste. Je me souviens encore de son regard. Il ne me voyait pas, moi, Hélène, la fille un peu gauche dans ses sabots. Il voyait à travers moi, directement vers le plat. « Qui a fait ça ?» avait-il demandé, sa voix presque agressive. Ce fut le début. Il était fasciné, non pas par moi, mais par ce que je représentais, une authenticité qu'il ne possédait pas, un savoir ancestral qu'il convoitait. Il venait à la ferme, sous prétexte de me voir. En réalité, il passait des heures dans ma cuisine, à m'observer, à me questionner. « Comment tu fais pour que ta pâte soit si friable ? Quel est le secret de ton bouillon ? » Je suis tombée amoureuse de cette intensité, de cette passion que je prenais pour de l'amour pour moi. J'étais naïve. Je lui ai ouvert les portes de mon héritage. Je lui ai montré les carnets. Il les a dévorés, les a copiés, les a absorbés. Je me souviens d'un après-midi d'été, quelques mois après notre rencontre. Nous étions assis sous le grand tilleul. Il m'a pris les mains. « Hélène, avec ton talent et mon ambition, on peut tout faire. Viens avec moi à Lyon. On ouvrira notre restaurant. Ce sera notre histoire. Notre. » Ce mot était un sortilège. J'ai quitté la ferme, j'ai tourné le dos à la vie qui m'était promise, et je l'ai suivie. Les premières années furent un tourbillon. Notre premier bistrot, le terroir authentique, fut notre enfant. Je passais mes journées en cuisine avec lui.
C'était moi qui lui apprenais à écouter les produits, à respecter les saisons. Lui apportais la technique, la discipline. Nous étions complémentaires. Nous étions une équipe. Le succès est venu vite, et avec lui, la première étoile. Ce fut le début de la fin de « nous ». Progressivement, il m'a écarté de la cuisine. C'était insidieux. Chérie, ta place n'est plus ici, au milieu du bruit et de la chaleur. J'ai besoin d'une ambassadrice en salle. Je suis devenue la femme du chef. Puis, il a fallu gérer les comptes, le personnel, les relations publiques. Il me confiait tout ce qui était de l'ombre, tout le travail ingrat qui permettait à la lumière de se concentrer uniquement sur lui. Mon amie Martine, qui avait repris la ferme voisine de celle de mes parents, voyait clair dans son jeu. Elle était mon lien avec mon ancienne vie, une ancre de franchise dans un océan d'hypocrisie. Un jour, alors que je lui racontais fièrement comment j'avais négocié un contrat avec un nouveau fournisseur de vin, elle m'avait interrompu. Hélène, ouvre les yeux. Il ne te donne pas des responsabilités, il te donne des corvées. Il te transforme en son intendante de luxe. Pendant que tu comptes les caisses de vin, lui, il met ton nom sur aucune carte, sur aucun menu. Tu es en train de devenir un fantôme dans ta propre histoire. Ces paroles m'avaient fait mal, car elles touchaient juste. J'ai essayé de me défendre, de lui parler de notre partenariat. Elle avait secoué la tête avec une infinie tristesse. Fais attention, Hélène. Un jour, il n'aura plus besoin de l'intendante. Et ce jour-là, il te mettra à la porte comme une simple employée. L'arrivée de Monsieur Dubois et de son argent a scellé mon sort. Il a vu en Jean-Pierre une machine à cash et en moi, un joli décor. Il parlait de moi à la troisième personne en ma présence. Et Hélène, elle se plaît toujours à la campagne ? Jean-Pierre riait, complice. J'étais devenue leur mascotte provinciale. L'amertume est une plante tenace. Elle a poussé en silence, année après année, enroulant ses vrilles autour de mon cœur. J'ai continué à jouer mon rôle, à sourire, à organiser, à gérer. Mais l'amour était mort, remplacé par une sorte de comptabilité froide des injustices. Je savais tout ce que je lui avais donné. Et je savais, au fond de moi, qu'un jour viendrait l'heure de l'inventaire. Ma vie devint un théâtre d'ombre. J'étais le fantôme qui hantait les coulisses de l'Empire Fournier. J'étais partout et nulle part. Ma présence était essentielle au bon fonctionnement de la machine, mais mon existence en tant qu'individu était niée, effacée, réduite à une fonction. Les humiliations n'étaient pas des éclats de voix ou des disputes violentes, elles étaient bien plus pernicieuses, tissées dans la trame de notre quotidien, servies avec le sourire et une apparente bienveillance. Un souvenir, plus que tout autre, illustre cette dynamique. Quelques années après l'obtention de la 3e étoile, nous avions entrepris de rénover entièrement le restaurant. Jean-Pierre, absorbé par la création de sa nouvelle carte, m'avait laissé carte blanche pour la décoration. Occupe-t'en, ma chérie. Tu as bon goût pour ces choses-là. Pendant 6 mois, ce projet fut ma bouffée d'oxygène. Je me suis plongée dans les livres, j'ai travaillé avec un architecte, j'ai chiné des meubles, j'ai dessiné les luminaires, j'ai choisi les tissus, les couleurs, jusqu'au grain du papier des menus. Je voulais créer une atmosphère qui soit le prolongement de notre cuisine, élégante mais chaleureuse, luxueuse mais authentique. Le résultat fut une réussite totale. La presse fut unanime, louant l'écrin exceptionnel qui mettait en valeur la « cuisine géniale » de Jean-Pierre. Le soir de la réouverture, un journaliste d'un grand magazine de décoration interviewait Jean-Pierre. J'étais à côté, le cœur battant de fierté. Le journaliste se tourna vers moi. Madame Fournier, on sent une touche très personnelle, très féminine dans ce décor. Félicitations. Avant que j'aie pu prononcer un mot, Jean-Pierre a posé son bras sur mes épaules avec une fausse modestie. Hélène a été formidable. Absolument formidable. Elle a un talent fou pour dénicher des petites choses. N'est-ce pas, chérie ? Tu as passé des heures à choisir les coussins. Les coussins sont une réussite. Les coussins. 6 mois de travail acharné, de créativité, de nuits blanches à dessiner des plans, réduits à un choix de coussins. Le journaliste a souri poliment, a noté « coussin » sur son carnet, et s'est retourné vers le vrai créateur, Jean-Pierre. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds,
mais mon sourire est resté en place. J'étais devenue une experte en camouflage émotionnel. Ces scènes étaient ma routine. J'étais la reine du royaume domestique et administratif, un rôle qu'il me conférait avec une générosité condescendante. Mais le véritable pouvoir, celui de la création, de la reconnaissance, du nom sur l'affiche, m'était formellement interdit. Le point de rupture définitif, le moment où la coupe a non seulement débordé mais a explosé en 1000 morceaux, est survenu un après-midi gris d'octobre. Je cherchais une vieille facture dans le grand secrétaire en acajou qui trônait dans le bureau de Jean-Pierre. C'était son sanctuaire, un lieu où je n'entrais que pour y déposer du courrier ou y faire la poussière. En ouvrant un tiroir que je n'utilisais jamais, ma main heurta un dossier en carton bleu. Il n'était pas rangé avec les autres. Par curiosité, je l'ai sorti. Sur l'étiquette, un mot était écrit de la main de Jean-Pierre, INPI. Je l'ai ouvert. Mon cœur s'est mis à battre lourdement, sourdement, dans ma poitrine. C'était une liasse de documents officiels, des formulaires de dépôt de marque. Il y avait les logos de ces restaurants, des slogans publicitaires, et puis, une page a attiré mon regard. En gros caractères, dépôt de la marque verbale, le secret de l'aïeul. Je suis resté figé, le souffle coupé. Le secret de l'aïeul. C'était le nom de son plat le plus célèbre, celui qui avait fait couler des rivières d'encre élogieuse. C'était aussi, et il ne pouvait pas l'ignorer, le titre exact, mot pour mot, du chapitre central du carnet de recettes de ma grand-mère. Le chapitre qui décrivait la daube de sanglier confite au vin de paille, la recette la plus précieuse de notre famille. Le sang a reflué de mon visage. Ce n'était plus de l'effacement, ce n'était plus de la condescendance. C'était un vol. Un acte délibéré, calculé, notarié. Il avait pris mon histoire, mon héritage, l'âme de ma famille, et il y avait apposé son sceau, son nom, sa propriété. Il avait transformé le sacré en marchandise. Ce jour-là, la femme aimante et soumise est morte pour de bon. Il ne restait plus qu'une colère froide, une clarté d'esprit terrifiante. Je n'ai pas confronté Jean-Pierre. À quoi bon? Il aurait nié, m'aurait traité d'hystérique. Non. Mon action fut silencieuse et précise. J'ai refermé le dossier, je l'ai remis à sa place. Je suis monté au grenier, où je gardais les quelques souvenirs de ma vie d'avant. J'ai sorti les photocopies des carnets de ma grand-mère que j'avais faites des années plus tôt, par simple instinct de préservation. Le lendemain matin, prétextant une visite chez une amie, j'ai pris ma voiture et je suis allé à Lyon. Mon premier arrêt fut pour une étude d'huissier de justice, sur la presqu'île. D'une voix que je ne me connaissais pas, j'ai demandé un constat d'huissier sur document. J'ai fait constater l'existence, le contenu et l'apparence ancienne de mes photocopies, en particulier le chapitre « Le secret de l'aïeul ». L'huissier a apposé son sceau et sa signature, donnant à mes copies une date certaine, une valeur juridique. C'était mon assurance vie. Mon acte de guerre. Je l'ai rangé en lieu sûr, avec l'original du dépôt de marque de Jean-Pierre que j'avais discrètement subtilisé. La fourmi laborieuse et invisible venait de commencer à rassembler des armes. Et elle attendrait patiemment le bon moment pour les utiliser. L'onde de choc de ma découverte s'est lentement dissipée, laissant place à une détermination glaciale. La question n'était plus de savoir si je devais quitter Jean-Pierre, mais comment. Je ne partirais pas comme une réfugiée, avec une valise et un cœur brisé. Je partirais comme une reine quittant un royaume en disgrâce, la tête haute et avec les moyens de reconstruire le mien. Ma première décision fut de trouver un lieu. Un sanctuaire secret, un laboratoire, un quartier général. Mes recherches me menèrent à la périphérie de Lyon, dans un petit village niché au creux d'un vallon. Là, à l'écart, se trouvait une ancienne pépinière à l'abandon. Au fond de la propriété, envahie par les herbes folles, se dressait une grande serre à l'ancienne, avec ses armatures métalliques rouillées, et juste à côté, une petite dépendance en pierre avec une cheminée. Le propriétaire était Luc, un homme de 70 ans, le dos voûté par le travail de la terre, le visage buriné par le soleil. Il me regarda arriver dans ma voiture de luxe avec une méfiance polie. « C'est pour quoi faire ?» demanda-t-il, sa voix rocailleuse. « Je cherche un endroit calme, lui dis-je. Un atelier. Je fais de la peinture sur porcelaine, c'est un hobby. » Il plissa ses petits yeux clairs et m'observa longuement,
comme s'il pouvait lire au-delà de mon mensonge. Je crus qu'il allait me renvoyer. Puis, il eut un lent hochement de tête. La peinture, ça fait pas de bruit, dit-il. Le loyer, c'est 300 € par mois. Payé en liquide. Et je veux voir personne traîner ici. Marché conclu. J'ai utilisé l'argent de l'héritage de mes parents, cette somme que Jean-Pierre avait toujours jugée anecdotique, pour payer un an de loyer d'avance et pour équiper mon refuge. J'ai acheté du matériel de cuisine professionnelle d'occasion, des plans de travail en inox, un grand four, des bassines en cuivre pour les confitures. En un mois, la dépendance poussiéreuse fut transformée en une cuisine de production impeccable. À Jean-Pierre, j'ai servi la même fable de l'atelier de peinture. Son ego l'a aveuglé. L'idée que je puisse avoir une ambition, un projet secret, était si étrangère à sa vision de moi qu'il n'a même pas sourcillé. Parfait, ma chérie. Ça t'occupera l'esprit. Tâche juste de ne pas t'ennuyer trop vite. Son désintérêt fut ma meilleure couverture. Ma double vie commença. C'était un exercice d'équilibriste épuisant. Le jour, j'étais l'impeccable Madame Fournier. Je validais les menus du restaurant, je choisissais les fleurs, j'allais chez le coiffeur. Mais dès que la nuit tombait, je me transformais. Ma petite voiture devenait mon carrosse, m'emportant loin du faste et du mensonge, vers mon royaume de vérité. Là, au son du crépitement du feu dans la cheminée, je retrouvais les gestes de ma grand-mère. Je donnais naissance à mon projet, les trésors d'Hélène. Mais je savais que mes trésors ne valaient rien sans une stratégie. Mon plan de bataille avait 2 volets, construire et documenter. Pour le volet, documenter, j'ai engagé Antoine. Je l'ai contacté via une plateforme pour étudiants. Un jeune homme de 20 ans, étudiant en cybersécurité, l'air un peu perdu derrière ses lunettes mais avec un cerveau qui tournait à 1000 à l'heure. Notre premier rendez-vous eut lieu dans un café impersonnel près de la gare de Perrache. Antoine, lui ai-je dit après lui avoir commandé un chocolat chaud. J'ai besoin de vos compétences pour un projet très confidentiel. Il s'agit d'une querelle d'héritage. J'ai besoin de créer une archive numérique inviolable pour des documents de famille, et j'ai besoin de faire des recherches sur le passé numérique d'une personne. Discrétion absolue exigée. Le mot « cybersécurité »,« recherche » a fait briller ses yeux. Il était comme un jeune soldat à qui on confiait sa première mission d'espionnage. Il a créé pour moi un cloud ultra sécurisé, accessible uniquement via une clé de cryptage complexe. J'y ai méthodiquement uploadé les scans de mes carnets, le constat d'huissier, les preuves du dépôt de marque. Puis, je lui ai donné sa liste de cibles. Des dizaines d'interviews, d'articles, de reportages sur Jean-Pierre. Antoine s'est mis au travail avec une joie féroce. Quelques jours plus tard, les premiers résultats tombaient dans ma boîte mail sécurisée. C'était une mine d'or. Des phrases, des citations, des petites remarques arrogantes de Jean-Pierre qui, sorties de leur contexte et juxtaposées à mes preuves, devenaient des aveux accablants. Pendant que je construisais mon avenir peau par peau, Antoine déconstruisait méthodiquement le passé frauduleux de mon mari. Luc, le vieil horticulteur, était le témoin silencieux de cette effervescence. Il ne posait aucune question en voyant les livraisons de fruits et les départs de carton. Parfois, le matin, je trouvais un cajot de légumes frais ou quelques fleurs sauvages déposées devant ma porte. C'était sa façon de me dire qu'il était de mon côté. J'étais épuisée, je vivais sur les nerfs, mais pour la première fois depuis des décennies, je me sentais vivante. Je n'étais plus un fantôme. J'étais une stratège. J'étais une combattante. Et ma guerre ne faisait que commencer. L'enthousiasme des débuts est une chose, la réalité du terrain en est une autre. Mes premières semaines de production furent une leçon d'humilité. J'avais beau posséder les recettes les plus merveilleuses, je découvrais les dures lois de l'entrepreneuriat. Une fournée de terrine ratée parce que le four était mal réglé. Une commande de bocaux qui arrive avec 3 semaines de retard, paralysant ma production. Et surtout, le silence. Le silence assourdissant d'un site web magnifique mais désert, et de cartons qui s'empilaient dans un coin de l'atelier sans destination. L'épuisement physique était intense, mais le doute moral était pire. Des nuits entières, après avoir travaillé 12 heures, je restais assise dans ma cuisine secrète, regardant les flammes danser dans la cheminée, et je me demandais si je n'étais pas folle.
Avais-je sacrifié mes économies et mon énergie pour une chimère? Étais-je en train de passer du statut de « femme de » à celui de « folle aux confitures »? C'est Martine qui m'a sorti de cette spirale. Un soir, je l'ai appelée, la voix brisée par la fatigue et le découragement. Je lui ai tout avoué, la serre, les nuits blanches, l'absence de clients, le sentiment de m'être lancée dans une bataille perdue d'avance. Elle m'a écoutée, comme toujours. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, seulement une solide affection. Hélène, tu as passé 25 ans dans une cage dorée à regarder le monde à travers les fenêtres. Tu as oublié comment on marche sur la terre. Tu essaies de vendre tes trésors comme Jean-Pierre vend ses plats, à des gens que tu ne vois pas, à travers des écrans. Ce n'est pas toi. Reviens à ce que tu es. Reviens aux gens. Mais comment, ai-je sangloté? C'est simple. Demain, c'est dimanche. C'est le grand marché de la Croix-Rousse. Je passe te prendre à 6 heures avec la camionnette. Et tu vas vendre tes pots. L'idée me terrifiait. Le marché de la Croix-Rousse. C'était le cœur battant de Lyon. Un lieu bondé, populaire. Et si des connaissances de Jean-Pierre me voyaient, là, derrière un stand, comme une vulgaire marchande? La honte me submergea. Martine, je ne peux pas. Pense à ce que les gens vont dire. Sa réponse fut cinglante. Mais tu te fiches de ce que les gens vont dire. C'est justement ça, le but. Qu'est-ce que tu vas leur répondre, si on te reconnaît? Tu vas leur dire, bonjour, je m'appelle Hélène Fournier, et je fais les meilleures confitures de la région. Vous voulez goûter? Arrête de penser comme sa femme, et commence à penser comme toi. Ce fut l'électrochoc dont j'avais besoin. Le lendemain, transi de peur mais galvanisé par les paroles de mon ami, j'étais sur le marché. Martine m'avait aidé à installer un joli stand, avec une nappe à carreaux, des fleurs des champs, et une belle ardoise où était écrit « Les trésors d'Hélène ». Les premières heures furent un supplice. Je restais derrière ma table, n'osant pas regarder les gens dans les yeux. Je me sentais comme une imposture. Puis, une grand-mère, le visage ridé et souriant, s'est arrêtée. Elle portait un cabas en osier. « Ça sent bon chez vous, ma petite dame, » dit-elle. « Qu'est-ce que c'est, cette confiture de figues ?» D'une main tremblante, je lui ai tendu une petite cuillère avec un peu de ma confiture. Elle l'a goûtée. Elle a fermé les yeux. Un long silence. Puis elle les a rouverts, et ils brillaient. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré. « Ça a le goût du soleil. » Le même que faisait ma mère. Elle m'en a acheté 4 pots. Ce fut comme si un barrage venait de céder en moi. Sa validation, simple, sincère, valait toutes les étoiles Michelin du monde. Enhardi, j'ai commencé à sourire, à interpeller les passants, à faire goûter mes produits. Les gens s'arrêtaient, curieux. Ils goûtaient, et leurs visages s'illuminaient. Ils achetaient. À la fin de la matinée, j'avais vendu la moitié de mon stock. J'avais parlé à des dizaines de personnes. Personne ne m'avait demandé si j'étais la femme de quelqu'un. Ils m'avaient vue, moi. Hélène. L'artisane. La solidarité de Martine fut mon deuxième moteur. Voyant mes difficultés d'approvisionnement, elle a activé son réseau. J'ai rencontré des maraîchers, des éleveurs, des apiculteurs. Des gens passionnés, respectueux de leurs produits. Une petite économie vertueuse s'est mise en place. Je leur achetais leur meilleure production à un prix équitable, et ils me garantissaient une qualité irréprochable. Mon entreprise devenait une aventure collective. Quelques jours après ce premier marché, l'impensable se produisit. Un soir, alors que je mettais à jour mes comptes, un son nouveau et incongru retentit de mon ordinateur. Un petit « tching » cristallin. Une notification par email. Objet, confirmation de votre commande dièse 00001. Mon cœur a fait un bond. Je l'ai ouverte. Une certaine Nathalie Durand, résidant au 12, rue des Tonneliers à Strasbourg, venait de commander un pot de confit d'oignon au cassis et une terrine de campagne au genièvre. Strasbourg. Une inconnue absolue. Une femme qui n'était pas une amie de Martine, ni une cliente du marché. Quelqu'un qui m'avait trouvée toute seule, dans l'immensité d'Internet. Je suis restée là, devant l'écran, à relire son nom et son adresse.
et des larmes silencieuses se sont mises à rouler sur mes joues. C'était la preuve. La preuve irréfutable que je pouvais exister par moi-même, bien au-delà du cercle de ma vie passée. C'était la première pousse visible de ma forêt secrète. Et elle était magnifique. Le succès est une bête étrange. Il peut ramper pendant des années sans faire de bruit, puis bondir sur vous quand vous vous y attendez le moins. Ma première commande en ligne fut la première étincelle. Mais pour que le feu prenne réellement, il fallait un coup de pouce du destin, ou plutôt, un coup de pouce que j'allais moi-même orchestrer. Je savais que je ne pouvais pas compter uniquement sur le bouche à oreille des marchés. Je devais viser plus haut, toucher ceux qui faisaient et défaisaient les réputations dans le petit monde de la gastronomie. Mais je ne pouvais pas le faire ouvertement. Ma stratégie se devait d'être aussi subtile et invisible que mes activités. Avec Antoine, nous avons passé des soirées entières à établir une liste. Pas une liste de journalistes des grands guides, trop proches de Jean-Pierre, mais une liste de ce qu'on appelait les « influenceurs ». Je détestais ce mot, mais j'en comprenais la puissance. Nous avons sélectionné une douzaine de profils, des blogueurs culinaires indépendants, des photographes passionnés de nourriture, des chroniqueurs connus pour leur plume acérée et leur intégrité. Leur point commun, ils chérissaient l'authenticité et détestaient le marketing agressif. C'est là que mon plan a pris forme. J'ai préparé 12 colis, de véritables écrins. À l'intérieur, sur un lit de paille fraîche, j'ai disposé une sélection de mes créations les plus abouties, une bouteille de vinaigre de framboise artisanale, un pot de ma fameuse confiture de lait au sel de Guérande, une petite terrine de sanglier aux noisettes. Chaque produit était nu, sans étiquette criarde. Le tout était accompagné d'une simple carte, écrite à la main sur un papier épais, de la part d'une amoureuse du goût qui apprécie votre travail. Hélène. Pas de nom de marque. Pas de site web. Pas de demande. Juste un cadeau anonyme. Je semais des graines en espérant que l'une d'elles germe dans un sol fertile. 3 semaines passèrent. 3 longues semaines de silence et de doute. Je commençais à regretter mon audace, à imaginer mes précieux colis jetés ou oubliés dans un coin. Et puis, un mardi matin, alors que je pétrissais une pâte dans mon atelier, mon téléphone, posé sur le plan de travail, s'est mis à vibrer sans discontinuer. C'était Antoine, il m'inondait de messages. « Hélène. Regarde le trafic sur le site. C'est la folie. » Tremblante, j'ai essuyé mes mains farinées et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le graphique des visites en temps réel de mon site, habituellement plat comme un encéphalogramme de fin de vie, était en train de grimper en flèche. Des dizaines, puis des centaines de personnes se connectaient en même temps. Les notifications de commandes se succédaient à un rythme effréné. Antoine m'a envoyé un lien. C'était le blog d'Élodie Martin, une des critiques les plus redoutées et respectées de la sphère culinaire. Son dernier article, publié 1 heure plus tôt, avait un titre explosif, « J'ai reçu un colis mystère. J'ai trouvé le Graal. Et je suis en colère. » Dans son article, elle racontait avec un talent fou sa méfiance initiale, puis sa curiosité. Elle décrivait la dégustation de chaque produit avec une prose si poétique et précise que j'en avais les larmes aux yeux. Elle parlait de ma terrine comme d'une « promenade en forêt en plein automne ». Elle qualifiait mon vinaigre de « gifle de saveur qui réveille les morts ». Et elle terminait par un coup de gueule. « Je ne sais pas qui est cette Hélène » écrivait-elle, mais je suis en colère. En colère que des trésors pareils restent dans l'ombre pendant que des imposteurs nous vendent de la poudre de perlimpinpin dans des emballages dorés. Alors voilà mon message, si quelqu'un connaît cette femme, qu'il lui dise de sortir du bois. La France a faim de vérité. Le coup de génie final ne venait pas d'elle, mais de sa communauté. Dans les commentaires, un de ses lecteurs, visiblement un expert en informatique, avait écrit « Challenge accepté ». En analysant les métadonnées de la photo du colis, j'ai pu isoler le code postal de l'envoi. Une petite recherche croisée et, je pense avoir trouvé. Le site s'appelle lestrésors-d'Hélène. Il avait posté le lien. Le barrage venait de rompre. En 48 heures, mon stock de 6 mois fut liquidé. Mon site a craché. J'ai dû engager 3 nouvelles personnes. La moisson n'était plus invisible. Elle était devenue un raz-de-marée. L'ironie suprême, le sel sur la plaie de ma vie passée, est venu quelques jours plus tard.
Jean-Pierre organisait un dîner pour célébrer un contrat juteux. J'étais là, fantôme souriant au milieu des festivités. Sylvie, la femme de l'agent immobilier, s'est approchée de moi, un verre de champagne à la main. Alors, ma chère Hélène, toujours aussi passionnée par vos petites conserves? C'est amusant, j'ai lu un article l'autre jour sur une certaine Hélène qui fait des confitures extraordinaires. Quelle coïncidence! J'ai senti une goutte de sueur perler dans mon dos. Je lui ai servi mon plus beau sourire vide. Vraiment? Le monde est petit. Mais vous savez, moi, ce n'est qu'un petit passe-temps. Rien de sérieux. Jean-Pierre, qui avait entendu la conversation, a posé une main lourde sur mon épaule. Ma Sylvie, ne comparez pas ma femme à une professionnelle. Hélène, c'est mon havre de paix. Elle ne se préoccupe pas de ces choses-là. N'est-ce pas, chérie? J'ai hoché la tête, docilement. À cet instant, je venais de signer par email un contrat d'exclusivité avec une grande épicerie de luxe parisienne, un contrat dont l'acompte seul aurait pu payer la totalité de leur stupide dîner. Et ces deux idiots prétentieux, aveuglés par leur propre suffisance, ne voyaient rien. Mon invisibilité était mon armure et mon arme la plus redoutable. Si ma vie avait été une pièce de théâtre, la soirée des 50 ans de Jean-Pierre en aurait été le troisième acte. Le moment de la péripétie, ce tournant violent et irréversible qui précipite les personnages vers leur destin. Aujourd'hui, je peux disséquer cette soirée avec la précision d'un chirurgien, mais à l'époque, j'étais encore sur scène, aveuglé par les projecteurs de mon propre déni. La préparation de cette fête fut mon dernier chef-d'œuvre en tant que femme de. Je voulais une perfection glaciale, une démonstration de compétence si éblouissante qu'elle en deviendrait une forme d'insolence. La villa, notre cage dorée sur les hauteurs de Lyon, fut transformée en un palais d'un soir. Des centaines de bougies flottaient sur la piscine, des cascades de roses blanches tombaient des balcons, et un air de jazz feutré s'échappait du quatuor que j'avais engagé. J'avais supervisé chaque détail, de la température du champagne à la pliure des serviettes. C'était une performance. Mon chant du cygne. Les invités affluaient, un défilé de vanité. Banquiers, politiciens, chefs étoilés, critiques gastronomiques, tout le petit monde qui gravitait autour de Jean-Pierre. Je les accueillais avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, un mot aimable pour chacun. J'étais une hôtesse parfaite, une mécanique bien huilée. À l'intérieur, je me sentais vide, détaché, comme si j'observais la scène depuis une grande hauteur. Jean-Pierre était dans son élément. Il paradait, riait fort, distribuait des tapes dans le dos, acceptait les hommages avec une fausse humilité qui ne trompait personne. Il portait un costume sur mesure et une confiance en lui qui confinait à l'indécence. À plusieurs reprises, j'ai surpris son regard croiser celui de Chloé Dubois. Elle était là, bien sûr, à la table de son père. Jeune, prédatrice, elle le couvait des yeux, et je pouvais lire dans son regard une impatience à peine déguisée. Elle n'attendait pas le dessert, elle attendait le trône. Martine était là elle aussi. Je l'avais suppliée de venir, j'avais besoin de son regard franc comme d'une boussole dans ce brouillard de faux-semblants. Elle est restée à mes côtés une bonne partie de la soirée, observant le manège avec un amusement sardonique. « Regarde-les » m'a-t-elle murmuré en sirotant son verre d'eau. Ils sont comme des paons dans une volière. Ils se pavanent, mais ils ne savent pas voler. Puis, son visage s'est assombri. Hélène, il se passe quelque chose. Il y a une tension dans l'air. Faites attention à toi. Le moment est venu après la pièce montée, une extravagante construction de sucre et de nougatine. Jean-Pierre a pris le micro. Le silence s'est fait. J'étais debout à côté de lui, comme mon rôle l'exigeait, le sourire de l'épouse comblée vissé sur le visage. Il a commencé son discours. Un long monologue à sa propre gloire. Il a parlé de son audace, de sa vision, de son génie. Pas un mot pour moi. Pas un regard. J'étais un accessoire, une partie du décor. J'attendais la fin, la libération. Mais la fin fut pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Aujourd'hui, a-t-il proclamé, sa voix vibrant d'une émotion feinte, j'entre dans une nouvelle ère. L'ère de l'authenticité. J'ai décidé de ne plus vivre dans le compromis, mais dans la vérité de mes sentiments. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai vu le regard triomphant de Chloé.
J'ai vu le sourire satisfait de son père. J'ai compris. Jean-Pierre a tendu la main. Chloé, mon amour, viens me rejoindre. Elle s'est levée, gracieuse comme un serpent, et l'a rejoint sur l'estrade. Il l'a prise par la taille, l'a collée contre lui et l'a embrassée longuement, passionnément, sous les regards médusés de 200 personnes. Et sous mon regard. C'était une déclaration de guerre, une exécution publique. Le silence qui a suivi était si profond que j'entendais le sang battre à mes tempes. Jean-Pierre a repris le micro, sans lâcher Chloé. Pour commencer ce nouveau chapitre de ma vie, je veux le faire avec la femme qui incarne mon avenir. Chloé et moi allons nous marier. Il a fait une pause, savourant son effet. Par conséquent, et pour être en accord avec cette vérité, Hélène et moi allons divorcer. L'humiliation fut une douleur physique, une vague de froid qui m'a submergée. J'ai vu des visages se détourner, j'ai entendu des murmures choqués. J'ai senti la pitié de certains, une sensation encore plus insupportable que la haine. Martine a tenté de s'approcher, le visage blanc de colère. Mais une force inconnue m'a maintenue droite. Je n'ai pas faibli. Lentement, délibérément, j'ai posé la coupe de champagne que je tenais sur un plateau. Je n'ai pas regardé Jean-Pierre. J'ai regardé la foule, droit devant moi. Puis, je me suis retournée. Et j'ai marché. J'ai traversé le jardin, la tête haute, le dos droit, fendant la marée d'invités qui s'écartaient sur mon passage. Chaque pas était une victoire sur l'envie de m'effondrer. Je suis rentrée dans la maison vide, j'ai monté les escaliers, je suis entrée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je ne me suis pas écroulée en larmes. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai rédigé un email court et précis à Maître Dubois, avocate réputée pour sa ténacité, que je suivais depuis des mois. Objet, prise de contact. Le texte, Madame, je vais avoir besoin de vos services. Je suis la femme de Jean-Pierre Fournier. Puis, j'ai ouvert le dossier sécurisé créé par Antoine. J'ai contemplé mes armes, les scans, les preuves, les articles. La femme humiliée venait de mourir. La stratège venait de naître. La fête, dehors, pouvait continuer. La mienne, à l'intérieur, ne faisait que commencer. Les mois qui s'écoulèrent entre la fête d'anniversaire et l'audience au tribunal furent un jeu d'échecs tendu et silencieux. Du moins, de mon côté. Le camp de Jean-Pierre, lui, était tout en bruit et en fureur. Maître Bernard, son avocat, m'inondait de courriers recommandés, de mises en demeure, de propositions de règlement. Leur stratégie était claire, me faire passer pour une femme dépressive, irrationnelle, cherchant à se venger d'un mari qui avait eu le courage de choisir l'amour. Il me proposait une somme, certes confortable, mais dérisoire au regard de la fortune de Jean-Pierre, en échange de mon silence et de ma coopération. Il me prenait pour une idiote. Maître Dubois, mon avocate, m'avait donné des consignes strictes. Nous ne répondons à rien sur le fond. Nous restons vagues. Nous acceptons le principe du divorce, nous nous plaignons de notre chagrin, nous demandons du temps. Nous devons l'endormir, le conforter dans son idée que vous êtes une victime passive. L'arrogance est un aveuglement, Hélène. Et nous avons besoin qu'il soit totalement aveugle le jour J. J'ai donc joué le rôle de l'épouse éplorée. C'était un rôle facile, j'avais des années d'entraînement. Pendant que Jean-Pierre paradaged avec Chloé dans les magazines, s'affichant dans des lieux de luxe, je restais cloîtrée dans notre villa, ne sortant que pour mes rendez-vous secrets à l'atelier. Et quel atelier! Les trésors d'Hélène n'étaient plus un secret pour le reste du monde. L'entreprise avait explosé. J'avais dû louer un deuxième local, puis un troisième. J'avais maintenant une équipe de 12 personnes. Des femmes, pour la plupart, des mères de famille de la région, heureuses de trouver un travail flexible et valorisant. J'étais devenue une chef d'entreprise à plein temps. Mes journées étaient des marathons de gestion de commandes, de négociations avec les fournisseurs, de stratégie marketing avec Antoine, et de création de nouvelles recettes. J'étais épuisée, mais c'était une fatigue saine, une fatigue de bâtisseuse. La pièce maîtresse du piège est arrivée par email, un lundi matin. Une offre de rachat. Je savais qu'elle viendrait. Depuis des mois, plusieurs grands groupes me tournaient autour. Mais celle-ci était différente. Elle émanait de Gourmandia, le géant suisse de l'agroalimentaire.
Ils voulaient faire de ma marque leur porte-étendard sur le segment du luxe artisanal. Le chiffre proposé était vertigineux. 50 millions d'euros. Net. J'ai fixé le chiffre sur mon écran. Il dansait devant mes yeux. Ce n'était pas de l'argent. C'était une arme de destruction massive. J'ai immédiatement transféré l'email à Maître Dubois avec un seul mot, maintenant. Sa réponse est venue 1 heure plus tard, sous la forme d'une convocation à son cabinet. Quand je suis arrivé, elle m'a accueilli avec un sourire qui n'augurait rien de bon pour la partie adverse. Elle m'a fait asseoir, m'a servi un café, et a étalé son plan de bataille sur la grande table de réunion. Hélène, a-t-elle commencé, voici le scénario du dernier acte. Il est crucial que vous en compreniez chaque détail. Elle a détaillé le plan que nous avions esquissé des mois plus tôt, mais avec une précision nouvelle. La révélation de la valeur de votre entreprise sera notre bombe à neutrons. Elle anéantira son état psychologique sans toucher au mur du tribunal. Il va passer par plusieurs phases, le choc, l'incrédulité, puis une cupidité intense. C'est cette cupidité qui nous intéresse. Elle a poursuivi. Son avocat, qui est un requin mais pas un idiot, va comprendre le danger. Mais Jean-Pierre, aveuglé par l'appât du gain, va le forcer à commettre l'erreur fatale, revendiquer la paternité de votre succès. Il va dire qu'il est votre inspirateur. C'est le mot-clé que nous attendons. Le mot qui le condamnera. Et s'il ne le dit pas, ai-je demandé, anxieuse. Maître Dubois a eu un petit rire sec. Hélène, vous avez été mariée 25 ans à cet homme. Pensez-vous une seule seconde qu'il puisse supporter l'idée que vous ayez réussi quelque chose d'aussi grandiose sans lui? C'est psychologiquement impossible. Il est incapable de ne pas s'attribuer le mérite de tout ce qui brille autour de lui. Il tombera dans le panneau. C'est une certitude. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre, contemplant la ville. Une fois qu'il aura mordu à l'hameçon, une fois qu'il se sera officiellement déclaré comme la source de votre génie devant un juge, nous sortirons les carnets de votre grand-mère. Et nous le crucifierons avec. Juridiquement parlant, bien sûr. Elle s'est retournée vers moi, son regard intense. Ce ne sera pas une partie de plaisir, Hélène. Il va se débattre. Il va crier. Mais vous devez tenir bon. Ne montrez aucune émotion. Soyez une statue de glace. Votre calme sera sa torture. Êtes-vous prête? J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé à ses mains ridées préparant la daube. J'ai pensé au coussin. J'ai pensé à son baiser avec Chloé sur l'estrade. Oui, ai-je dit. Ma voix était un souffle, mais elle était pleine d'une force de fer. Je suis prête. Le piège était refermé. Il ne manquait plus qu'à le regarder se débattre. Le jour de l'audience, la salle du tribunal me parut plus petite, plus concentrée. L'air était lourd, électrique. Je m'assis à la place qui m'était assignée, sentant le regard de Jean-Pierre peser sur moi. Il arborait un masque de confiance, mais je pouvais déceler une légère tension dans sa mâchoire, un pli d'anxiété au coin de ses lèvres. La bête sentait le danger, sans savoir d'où il viendrait. Le premier acte de notre tragédie judiciaire se déroula avec une lenteur calculée. Maître Bernard, l'avocat de Jean-Pierre, fit sa plaidoirie. Ce fut un chef-d'œuvre de condescendance, décrivant la « vie confortable » que son client m'offrait, et la « pension alimentaire généreuse » qu'il était prêt à me verser pour que je puisse finir mes jours dans la dignité. Chaque mot était une caresse empoisonnée. Je restais impassible, les mains jointes sur mes genoux. Puis, ce fut le tour de Maître Dubois. Elle se leva, ajusta ses lunettes, et s'adressa à la juge d'une voix neutre. Votre honneur, ma cliente ne s'opposera pas au principe du divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari. Cependant, la loi nous oblige à présenter une déclaration de patrimoine actualisée et sincère. Nous déposons donc aujourd'hui les documents comptables et la valorisation certifiée de la société, les trésors d'Hélène, propriété de ma cliente. Elle posa un lourd dossier sur le bureau de la juge. Une copie fut remise à un maître Bernard visiblement intrigué. Je le regardai feuilleter les premières pages d'un air détaché. Puis, je vis son visage changer. La progression fut fascinante à observer. D'abord, un froncement de sourcils. Puis, ses yeux s'écarquillèrent.
Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Il relut une page, puis une autre, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. Je voyais ses doigts blanchir sur la tranche du dossier. Il se pencha vers Jean-Pierre et lui chuchota quelque chose avec frénésie. Jean-Pierre lui arracha le dossier des mains. Son visage, d'abord arrogant, passa par toutes les nuances de l'incrédulité. Il voyait les bilans, les chiffres d'affaires, les bénéfices nets. Et enfin, la dernière page, la valorisation de l'entreprise par un cabinet d'audit international, mandaté par Gourmandia. 50 millions d'euros. La juge, une femme perspicace, sentit le drame qui se nouait. Maître Bernard, dit-elle d'un ton sec, je crois qu'une suspension de séance s'impose. Les 30 minutes de pause furent surréalistes. Jean-Pierre m'a acculé dans le couloir. Il était livide. C'est quoi, cette mascarade, Hélène? 50 millions? C'est de l'argent sale? Tu as fait des choses illégales? L'idée que je puisse avoir gagné cet argent honnêtement ne lui effleurait même pas l'esprit. C'est l'argent de la confiture, Jean-Pierre, lui ai-je répondu calmement. La séance reprit. Et le deuxième acte, le plus crucial, commença. L'avocat de Jean-Pierre, clairement sous la pression d'un client devenu fou de rage et de cupidité, se lança dans une plaidoirie improvisée et suicidaire. Votre honneur, cette situation est inouïe. Ma cliente a été dupée. Cette société, montée dans le secret, est sans aucun doute le fruit de l'environnement créatif et de l'aura de mon client. Monsieur Fournier, par son statut, son expertise, son nom, a été l'inspirateur de ce projet. Il est impensable qu'il ne bénéficie pas des fruits de ce qui est, moralement, une création commune. Nous demandons donc la requalification de cette société en bien de la communauté et son partage équitable. Jean-Pierre, derrière lui, hochait la tête avec approbation. Il avait mordu. L'hameçon, la ligne et le plomb. Maître Dubois se leva. Le silence se fit. Son visage était celui d'un grand prédateur qui voit sa proie se jeter dans sa gueule. Votre honneur, dit-elle, et sa voix résonna, claire et froide. Je suis absolument ravi d'entendre mon confrère plaider sur le terrain de l'inspiration et de la propriété intellectuelle. C'est un sujet qui nous passionne. Ce fut le signal. Le début du coup de grâce. Puisque nous parlons d'inspiration, continua-t-elle en sortant un deuxième dossier, j'aimerais verser quelques pièces au débat. Elle commença son décompte mortel. Pièce numéro 1, le constat d'huissier attestant de l'existence de ces carnets de recettes, appartenant à la famille de ma cliente depuis le début du XXe siècle. Elle posa les originaux sur le bureau. La juge les examina avec une curiosité visible. Pièce numéro 2, une expertise graphologique confirmant l'âge de l'écriture. Pièce numéro 3, une analyse comparative, effectuée par M. Philippe Delcourt, expert culinaire près la Cour d'appel de Paris. Cette analyse prouve, sans l'ombre d'un doute, que 17 plats signatures qui ont valu à M. Fournier ses 3 étoiles Michelin sont des adaptations, pour ne pas dire des plagiats, des recettes contenues dans ces carnets. Maître Bernard devint blanc comme un linge. Jean-Pierre semblait avoir été frappé par la foudre. Maître Dubois n'avait pas fini. Et enfin, pièce numéro 4, la plus éloquente. Le formulaire de dépôt de marque par lequel M. Fournier s'est approprié le nom, le secret de l'aïeul, qui, comme vous pouvez le lire ici, est le titre exact d'un chapitre des carnets de la grand-mère de ma cliente. Elle laissa peser un long silence, laissant l'énormité de l'accusation infuser dans la salle. Puis elle acheva sa proie. En conclusion, votre honneur, la question n'est pas de savoir si M. Fournier a des droits sur la société de ma cliente. La véritable question, qui sera bientôt posée dans une autre enceinte judiciaire, est de savoir quelle part de la fortune et de la réputation de M. Fournier a été bâtie sur le vol et la dissimulation de l'héritage de ma cliente. Nous avons terminé. Elle se rassit. Le marteau de la juge tomba, mais personne ne l'entendit vraiment. Le seul son perceptible était celui d'un empire et d'une réputation en train de s'effondrer. La fin de l'audience fut une débandade. La juge, le visage fermé, leva la séance en quelques mots secs. Maître Bernard, l'avocat de Jean-Pierre, semblait avoir vieilli de 10 ans. Il rangeait ses papiers avec des mains tremblantes, évitant le regard de son client. Jean-Pierre, lui, était une statue de sel. Figé, le regard vide,
il semblait incapable de comprendre la magnitude de la catastrophe qui venait de lui tomber dessus. Je me suis levée pour partir, et c'est ce mouvement qui a rompu le sortilège. Il s'est jeté sur moi, pas avec colère, mais avec le désespoir d'un homme qui se noie. Il m'a attrapée par les bras, son étreinte était faible, pathétique. Hélène, non. Tu ne peux pas faire ça. Dis-leur que c'est faux. Dis-leur que c'est une blague, une vengeance. On peut partager. 50-50, je suis d'accord. Tout ce que tu veux. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai ressenti ni haine, ni colère, ni même de pitié. Juste un vide immense. Il était devenu un étranger, un personnage de fiction dont l'histoire ne m'intéressait plus. Il n'est pas question d'argent, Jean-Pierre, ai-je dit d'une voix calme. Il n'a jamais été question d'argent. Il est question de vérité. Tu as pris le nom de ma grand-mère, tu as volé ses mots, ses recettes. Tu as bâti ta vie sur un mensonge. Aujourd'hui, la seule chose que je récupère, c'est mon histoire. Le reste ne m'intéresse pas. Mais, je t'ai aimé, Hélène, a-t-il pleuré, et je crois que dans son délire, il était presque sincère. J'ai eu un sourire triste. Non, Jean-Pierre. Tu as aimé l'idée de moi. Tu as aimé mon talent, tant qu'il te servait. Tu as aimé mon silence, tant qu'il te protégeait. Mais tu ne m'as jamais vu. Et maintenant, il est trop tard. Je me suis dégagée doucement de son emprise et je suis partie, laissant derrière moi les ruines de notre vie commune. La suite fut aussi rapide et impitoyable qu'une avalanche. L'histoire a fuité dans la presse. Ce ne fut pas seulement un entrefilet dans la rubrique des divorces de célébrités, ce fut un scandale qui a secoué le monde de la gastronomie. Le roi est nu, le chef Fournier, un empire bâti sur un mensonge, titrait un grand quotidien. Les preuves, méticuleusement distillées par le cabinet de Maître Dubois, étaient irréfutables. La chute fut vertigineuse. Monsieur Dubois, le père de Chloé, fut le premier à quitter le navire. Dans un communiqué de presse lapidaire, il annonça la fin de tous ses investissements dans les entreprises Fournier, invoquant une rupture de confiance basée sur des manquements éthiques graves. Chloé, privée de la fortune de son père et du prestige de son fiancé, retourna à l'anonymat. Les investisseurs se retirèrent les uns après les autres. Le guide Michelin lui retira ses 3 étoiles dans une édition spéciale, un déshonneur sans précédent. Son nom, autrefois synonyme d'excellence, devint synonyme de fraude. Pendant ce temps, je construisais mon avenir. J'ai refusé l'offre de rachat de Gourmandia. À la place, j'ai négocié un accord de partenariat qui me laissait majoritaire et maîtresse de ma destinée. Ma première exigence fut que le groupe investisse massivement dans la création d'une coopérative agricole pour Martine et les autres producteurs locaux, garantissant des prix justes et des méthodes de culture durable. Ma victoire personnelle devait être une victoire pour le terroir qui m'avait sauvé. 1 an plus tard, j'ai inauguré ma nouvelle manufacture, les ateliers d'Hélène. Un bâtiment de verre et de bois, respectueux de l'environnement, au cœur des terres qui m'avaient vu grandir. Ce n'était pas une fête ostentatoire comme celle de Jean-Pierre. C'était une kermesse joyeuse, avec mes employés, les agriculteurs, nos familles. Debout sur une petite estrade, avec Martine à ma droite et Antoine, mon jeune directeur des opérations, à ma gauche, je n'ai pas parlé de chiffres ni de succès. J'ai parlé de transmission, de respect des produits et des gens. Et j'ai annoncé la création de la Fondation Hélène Fournier, dotée d'un capital de départ de 5 millions d'euros, destinée à offrir des bourses et un accompagnement juridique aux femmes en milieu rural qui, comme moi, ont un trésor entre les mains et le rêve de le faire grandir. Mon regard a balayé l'assemblée. J'ai vu des sourires, de la fierté, de l'espoir. J'ai compris que j'avais trouvé ma vraie place. Je n'étais plus la femme d'un roi. J'étais devenue la reine de mon propre royaume. Un royaume bâti non pas sur des secrets volés, mais sur des racines retrouvées. Et dont les fruits, désormais, profiteraient à tous.